Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le 23h. Merci d'être avec nous. Les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Robert Begré-Bambé a procédé ce vendredi à Abidjan au lancement officiel de la phase 3 du projet C2D Emploi pour 100 000 jeunes en Côte d'Ivoire. Cette phase 3, intitulée Programme d'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne, devra profiter à 81 420 jeunes pour un coût de plus de 50 milliards de francs CFA. Dans cette édition, nous ferons un tour à Yamoussoukro où s'est tenue la première plénière de la deuxième législature. Le Sénat s'est réuni pour statuer sur 11 projets de loi et une proposition de résolution présidée par Sarasako Fatiga, vice-président de l'institution. Cette rencontre a enregistré la participation de l'ensemble des sénateurs. L'actualité politique est également dominée par la reprise des élections locales dans certaines zones du pays le 2 décembre prochain. Adama Tounkara, le médiateur de la République, appelle les candidats et les électeurs à privilégier la paix et la cohésion sociale. Merci de suivre l'information sur RTI 1. Comme annoncé en titre, le chef du gouvernement a procédé aujourd'hui au lancement officiel de la phase 3 du projet C2D, contrat de désendettement et de développement destiné aux jeunes, géré par le BCP Emploi sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Ce projet a pour objectif de soutenir et amplifier les dispositifs d'accompagnement des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Je voudrais joindre ma voix à l'ensemble des jeunes ici pour remercier le gouvernement ivoirien, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et notre partenaire, la France, pour ce projet innovant qui est unique. Vous êtes âgé de 18 à 40 ans, qualifié ou non, la phase 3 du projet C2D Emploi vous concerne. Pilotée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, cette initiative va soutenir et amplifier les dispositifs existants d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Il contribuera à renforcer l'accès des jeunes aux opportunités d'emploi salarié, d'entrepreneuriat ou encore d'engagement citoyen et de volontariat. Doté d'une enveloppe de 51,6 milliards de francs CFA au profit de 81 420 jeunes, ce programme est structuré autour de 3 composantes. Appui budgétaire, appui projet employabilité des jeunes et enfin appui projet service civique. Le ministre Touré Mambadou, qui salue le succès des phases 1 et 2 avec un taux d'insertion qui oscille entre 60 et 75%, salue l'implication des ministres-gouverneurs et insiste sur la priorisation du secteur agricole. Nous sommes partis sur une phase pilote de 10 régions. Aujourd'hui, avec le projet CDD et en lien avec le projet PGDEC avec la Banque mondiale, ce sont les 31 régions de notre pays qui seront couvertes et qui pourront donc agir efficacement pour le compte de l'État en faveur des jeunes. L'appui projet employabilité des jeunes, justement, permettra en cofinancement avec la Banque mondiale d'amplifier la maîtrise d'ouvrage déléguée avec les régions districts en faveur de la formation et emploi des jeunes. Cette cérémonie revêt un caractère tout particulier pour les collectivités territoriales ivoiriennes, en ce sens qu'elle marque le passage à échelle d'un modèle de gouvernance innovant, des projets et programmes de développement qui a fait cette preuve. Ce modèle développé s'est inscrit dans une approche territoriale de la mise en œuvre des politiques publiques et plus spécifiquement des initiatives en faveur de l'amélioration de l'employabilité, de l'insertion et de l'autonomisation des jeunes. Pour le chef du gouvernement, la jeunesse reste la prunelle de la politique de développement du président Alassane Ouattara. Le point d'orgue de cette volonté réside dans la déclaration de faire de 2023 le socle de ses ambitions en déclarant année 2023, année de la jeunesse. À la jeunesse ivoirienne, je voudrais demander de saisir les opportunités offertes par notre pays avec le concours des pays amis. À quelques semaines de la CAN, le Premier ministre n'a pas manqué d'inviter les jeunes à se faire ambassadeurs de l'hospitalité ivoirienne. Cette CAN, c'est pour vous, c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes notre chance parce que vous serez près de 20 000 volontaires
à être aux côtés de tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire pour cette CAN. La visite des stands a permis de redécouvrir les acquis des phases 1 du projet C2D, exécuté de 2013 à 2021 pour un montant de 10,2 milliards de francs CFA, ayant impacté 19 261 jeunes, et la phase 2, prévue de 2016 à mars 2024, et touchant à ce jour 27 171 jeunes. À l'agenda du Premier ministre figure également cette rencontre avec Francis Ngannou, présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'ouverture du championnat de l'intégration et de l'unité africaine des MMA. Le boxeur et champion des arts martiaux mixtes a tenu à faire ses civilités au chef du gouvernement. Témoin de la scène, Samuel Meitch. Heureux d'être en Côte d'Ivoire, un pays qu'il a toujours apprécié, le boxeur et champion MMA Francis Ngannou a été reçu en audience par le Premier ministre ivoirien, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Tout en félicitant le champion pour ses récentes performances lors de son mémorable combat à Riyad face à Tyson Fury, Robert Begré-Mambé a réaffirmé son engagement et celui du chef de l'État à soutenir toutes les initiatives visant à valoriser la jeunesse et le sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ce fut déjà un plaisir, un immense honneur d'avoir été reçu par M. le Premier ministre et effectivement lui aussi qui a une vision très axée sur la jeunesse, sur le développement, sur ce qui est possible de faire aujourd'hui et aussi à travers le sport, bien qu'à travers d'autres activités, mais surtout à travers le sport. Et le ministre nous a promis de nous apporter son soutien avec la fédération ici présente et de nous accompagner dans les activités qu'on va prendre dans le but de développer le sport et de promouvoir le MMA et d'encourager les jeunes dans ce sens. Francis Ngannou, désormais dans le top 10 mondial du classement WBC de la boxe anglaise, entend soutenir plusieurs initiatives et promouvoir le MMA auprès de la jeunesse africaine et ivoirienne. Et cela commence par le championnat de l'intégration et de l'unité africaine qui s'ouvre à Abidjan ce week-end et qui mettra aux prises les combattants ivoiriens aux combattants camerounais au Palais des Sports de Treichville. Le champion de boxe a été également reçu par Kolo Koulibaly sur le plateau du journal de 20h. Je vous propose un extrait de cet échange. Non, je ne suis pas là pour boxer, je suis là pour accompagner mes jeunes frères qui vont boxer demain matin, demain soir pour moi, et qui vont avoir aussi l'opportunité de s'exprimer sur une grande scène. Il y a une grosse rivalité, donc ça a commencé en juin dernier au Cameroun avec la participation de la Fondation Francis Ngannou et de Premier Projet Arena qui ont mis en place un événement l'année au mois de juin dernier. Et là, maintenant, en partenariat avec la Fédération ivoirienne de MMA, on a donc décidé de faire un truc pareil en Côte d'Ivoire et qui va prendre de plus en plus d'ampleur et pour donner plus d'opportunités aux jeunes et de promouvoir le sport de MMA. Donc il y a des combattants qui viennent du Cameroun contre des combattants ivoiriens. Effectivement. Et Francis Ngannou est du côté du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire? Je suis du côté de la jeunesse, déjà pour commencer. Je suis du côté du sport. C'est déjà un sport, c'est fraternel, c'est amical, même si c'est du combat. Donc, on a envie de voir ces deux camps d'abord combattre, donner le meilleur d'eux et aussi d'évoluer dans le sport parce qu'au final, on est dans un même bateau qui est le bateau continental et le bateau africain. Je pose la question parce que dans une vidéo que j'ai vue de vous, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire avec comme une destination idéale pour vous, j'ai envie de dire, à la limite. Ça a toujours été une destination idéale pour moi, même si j'ai attendu 37 ans pour venir la première fois. C'est sûr que je ne vais pas attendre autres 37 ans pour revenir parce que je reviendrai très prochainement. La Côte d'Ivoire a toujours été un deuxième pays pour moi. Alors, il y a ce volet social, surtout autour de ce tournoi, pour permettre à ces jeunes combattants, surtout qu'il y a des amateurs dedans, à ces jeunes combattants de se prendre en charge, de s'insérer socialement. D'ailleurs, il y a eu une signature de convention avec le ministère en charge de la promotion de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Peut-être parce que le secteur est un peu dans une sorte de précarité.
c'est pas uniquement ce secteur. Faut reconnaître que nous, on a beaucoup de précarité en Afrique et le combat en lui-même, tout l'événement en lui-même est un volet social parce que nous l'organisons à travers la fondation Francis Ngannou qui est accompagnée par Premier Projet Arena qui nous accompagne aussi et la fédération ivoirienne de MMA et sachant que c'est un projet à but non lucratif, les entrées vont être gratuites pour tous ceux qui veulent y participer. Donc c'est déjà social, c'est plus pour mettre en avant ces jeunes, plus pour les encourager, plus pour les motiver, pour les galvaniser et pour qu'ils puissent se donner le meilleur d'eux-mêmes. Et la convention qui a été signée aujourd'hui entre la Fédération ivoirienne de MMA et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, c'était une convention pour l'insertion des jeunes à travers le sport, parce que le sport aujourd'hui peut être un moyen d'insertion de la jeunesse dans le milieu social. Le sport, toujours à l'honneur dans cette édition. Intéressons-nous aux préparatifs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le ministère en charge de la culture s'implique pleinement. Pour preuve, la cérémonie de remise de la chanson et des symboles des 4 villes hautes de l'intérieur du pays par la ministre Françoise Remarque au président du COCAN. Cet événement s'est tenu ce jeudi au Palais de la Culture de Treichville dans une ambiance chaleureuse, vous le verrez. Plusieurs membres du gouvernement étaient également présents pour soutenir cette initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. Les détails avec Jean-Marc Djadji. L'art se met au diapason de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture de Treichville. La prestation des 8 lauréats du concours de chant Étoiles sont au menu de la remise officielle des chansons et symboles de Boaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro, ville haute de cette grande messe du football africain. Après une trentaine de minutes de show, les chants et symboles sont remis symboliquement par la ministre de la Culture et de la Francophonie à François Amichia, président du COCAN. Cette initiative vise à promouvoir les valeurs culturelles de ces villes hautes à la faveur de la compétition. À l'annonce de ces concours, nous avons enregistré un grand engouement de la part de nos artistes musiciens, plasticiens et infographes. L'expertise de nos professionnels, validée par la présence d'un commissaire de justice, a permis de retenir les lauréats qui vous sont présentés aujourd'hui. Ce projet culturel est né d'un partenariat avec la Commission Culture et Tourisme du comité d'organisation de la CAN 2023. Un élan de contribution pour la réussite de l'événement en terre ivoirienne. Grâce à votre contribution, nous venons de créer quelque chose de tout à fait exceptionnel qui nous rapproche un peu plus vers l'organisation de la plus belle des CAN. Cette initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie de doter chacune des villes hautes de la CAN d'une identité à travers une chanson et un symbole est en parfaite adéquation avec notre vision et vient à juste titre en complément à l'hymne officiel et à la mascotte de la CAN 2023. Il s'agissait aussi de notre contribution non seulement de mettre en lumière, pourquoi pas, des talents naissants, mais aussi à les responsabiliser quant à leur engagement pour la CAN 2023. Les directeurs régionaux vous ont rappelé le processus et je suis ministre extrêmement satisfaite par ce résultat. Après présentation, ces chants et symboles enflammeront les 4 stades de l'intérieur du pays. Mais en attendant, l'éléphant Aquaba, mascotte officielle de la CAN, tend les bras aux amoureux du football du 13 janvier au 11 février 2024. Changeant de sujet, au travail, le Sénat de Côte d'Ivoire s'est réuni en séance plénière de délibération. Sur la table des vénérables, 11 projets de loi et une proposition de résolution. Cette séance est la première de la 2e législature. Kader Sogodogo. Jour de plénière au Sénat à Yamoussoukro. L'ensemble des sénateurs délibèrent sur 11 projets de loi. Statut du corps diplomatique, fonction publique, environnement, hygiène, jeunesse et justice. Des secteurs importants dans la vie de la nation, qui constituent l'essentiel de l'ordre du jour. La séance est présidée par la vice-présidente Sarah Sako Fatiga. Au nom de la présidente du Sénat, son Excellence Madame Kandia Camara, saluer l'ensemble des sénateurs pour la bonne tenue de la toute première séance plénière de délibération de la 2e législature. Nous avons adopté 11 projets de loi
et une proposition de résolution. Et c'est beaucoup de choses pour la population de la Côte d'Ivoire. Surtout le projet de loi sur le statut général de la fonction publique et le projet de loi portant statut du corps diplomatique aussi étaient attendus depuis plusieurs années par nos chers diplomates qui nous représentent à l'étranger. Par ailleurs, les sénateurs ont procédé à la modification du règlement du Sénat afin de l'adapter aux nouvelles exigences constitutionnelles et surtout renforcer l'efficacité de notre institution. Comme en commission, les 11 projets de loi soumis en plénière ont été votés à l'unanimité. Il est bon de noter que la proposition de résolution portant règlement du Sénat a fait l'objet d'un amendement. La reprise des élections locales en Côte d'Ivoire domine également l'actualité politique. Suite au contentieux électoral issu des élections, le Conseil d'État a tranché pour la reprise du scrutin dans certaines localités. Ce sera chose faite le 2 décembre prochain. Les électeurs de 9 communes et une région vont élire leurs dirigeants locaux. La campagne s'est ouverte dans la nuit du jeudi à vendredi à minuit. Elle s'achève le 30 novembre prochain. L'exposition avec Moussa Konaté. Reprise des élections locales. Suite aux décisions du Conseil d'État dans le cadre du contentieux électoral, les résultats du scrutin du 2 septembre dernier dans certaines régions et communes avaient été annulés. Selon les règles, la reprise des élections doit se faire dans un délai de 3 mois après les délibérations du Conseil d'État. Sont donc concernés par cette reprise des élections les communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Kumbala, Ferkessé-Dougou, Dabakala, Sarala, Goïtafla, Kuibli et la région du Guémon. Les populations de ces zones se rendront donc aux urnes le 2 décembre prochain pour élire leurs futurs dirigeants locaux. La campagne pour ces élections s'est ouverte dans la nuit du jeudi à vendredi à minuit et va s'achever le 30 novembre prochain. Pour rappel, à l'issue du scrutin du 2 septembre dernier, le RHDP avait obtenu 123 sièges pour les municipales, le PDCI RDA 22, 2 pour le PPACI, les indépendants 41 et l'URD 1 siège et la coalition PPACI, PDCI, RDA, 10. Pour les régionales, on obtient 25 sièges pour le RHDP, 3 pour le PDCI, RDA, 1 pour la coalition PPACI, PDCI, RDA et 1 occupé par un indépendant. Et justement, dans le cadre de la reprise de ces élections, le médiateur de la République est à l'œuvre. Adama Toungara invite les candidats et les électeurs de ces localités à préserver un climat électoral apaisé. C'était au cours de la 2e réunion de conseil de médiation de l'année 2023 dans la ville de Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Le médiateur de la République tient sa 2e réunion de conseil au titre de l'année 2023. Le cadre est idéal pour dresser le bilan de cette année dominée par des élections locales. Ces missions qui se sont déroulées dans les 110 chefs-lieux de département du pays et dans le district autonome de Yamoussoukro et d'Abidjan ont été une opportunité de porter des messages de paix aux populations et d'obtenir la signature de la charte d'engagement à la paix. Je reste convaincu que ces actions soutenues sur l'ensemble du territoire national ont eu un impact indéniable sur la tenue du scrutin dans un environnement paisible. Pour ces élections, 95% des candidats ont signé la charte de non-violence éditée par le médiateur de la République. Le 2 décembre prochain, conformément à la décision du Conseil d'État, les élections seront reprises dans plusieurs localités. La campagne électorale est déjà ouverte. Adama Toungara mise sur des élections apaisées. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter pour le travail abattu dans chacune de vos régions et vous réitérer ma confiance pour le suivi de ces actions de sensibilisation à la non-violence et à la cohésion sociale lors de la reprise régionale et municipale dans certaines localités le 2 décembre prochain. À cette 2e réunion du Conseil, les médiateurs délégués issus des régions
ont dressé le bilan de leurs activités. Les perspectives pour l'année 2024 ont également été dégagées. Retour à Abidjan où s'est tenue la 5e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana en présence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Objectif, dresser le bilan de cette nouvelle plateforme créée pour assurer des revenus vitaux aux producteurs et garantir l'économie cacaoyère. On en sait un peu plus avec Lanciné Bakayoko. Cette 5e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana a été rehaussée par la présence effective du ministre en charge de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières Kobena Kwasi Adjoumani et de son homologue ghanéen de l'agriculture et de l'alimentation, Brian Achampong. Après 3 années d'exercice, l'initiative se positionne comme une force sur le marché mondial. On note quelques acquis à consolider, tels que le différentiel de revenus décent de $400 par tonne de fèves de cacao au profit des producteurs et l'adoption de la norme africaine pour le cacao durable. Ces efforts devraient se poursuivre via notamment le plaidoyer auprès de l'Union européenne pour la reconnaissance de nos systèmes de traçabilité et le renforcement des bonnes pratiques agricoles. Nous sommes à une période très intéressante du marché du cacao. Les prix sont très hauts. Donc aujourd'hui, les deux pays mettent en place tout ce qu'il faut pour une stratégie commerciale solide, mais aussi s'assurer que les prix de la campagne prochaine qui va venir puissent être reflétés sur la base des ventes actuellement. La Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est plus de 60% de l'offre mondiale du cacao. La question de l'environnement au cœur du dossier vide ici de ce soir. Direction Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, compte 13 lacs. Ces étendues d'eau sont devenues de véritables poubelles, détériorant ainsi la nature. Face à cette situation, le ministère de l'Environnement monte au créneau et on en sait davantage avec Grace Kondo. Après 230 km venant d'Abidjan par l'autoroute du Nord, Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Escale à la gare routière au centre-ville et la stupéfaction. Le lac qui se trouve à proximité de cette gare est devenu toilette publique à ciel ouvert et dépotoir. Les passagers des cars qui débarquent à cet endroit ou en partance pour d'autres destinations ne trouvent pas meilleur endroit pour y effectuer leurs différents besoins. Les passagers ici, là, ils ont pris la comme, je sais pas, toilette publique, quoi. Tu vois, quand ils descendent seulement, c'est pour aller pisser, quoi. Alors que c'est pas normal. Toujours, les gens viennent ici pour ramasser les ordures, mais les passagers n'arrêtent pas de jeter les ordures partout. Ils jettent les ordures dans le lac. Tous ceux qui sont passants à Yamoussoukro, quand ils ont envie de boire, ils payent un sachet. Et puis quand ils finissent de boire, ils jettent comme ils veulent. Voilà, et c'est ça qui fait que, bon voilà, souvent les sachets sont par terre. Les commerçants installés à quelques encablures de ce plan d'eau disent prendre des dispositions pour l'entretien de ce lac, des initiatives souvent foulées aux pieds. Ici, là, c'est nous, là, on cotise de l'argent pour balayer ici. Les passagers, là, ils descendent. Si on a dit qu'il ne faut pas venir pisser ici, là, elles commencent pour nous insulter. Ça coûte ça, là. Maintenant, là, nous, là, on ne cotise pas l'argent encore, on laisse comme ça, là. Sensibiliser l'ensemble des populations, les professionnels des gares routières et les propriétaires de restaurants installés aux abords des lacs sur la nécessité de maintenir propres ces plans d'eau. Les autorités préfectorales comptent prendre des mesures. Toutes ces activités contribuent à la pollution des lacs de Yamoussoukro. Donc, il va falloir envisager des mesures vraiment rigoureuses pour appuyer les autorités locales, pour que, ensemble, dans une synergie d'action, on puisse adresser ces problèmes. Parce que tant que ces activités vont exister autour de ces lacs, on mènera toutes les actions possibles qui n'arriveront jamais à nous permettre de trouver des solutions vraiment durables à la question de la salubrité de ces lacs. Mais d'où viennent ces végétaux aquatiques qui envahissent ces plans d'eau de la ville de Yamoussoukro? Ces végétaux
se reproduisent sur le milieu lui-même. Elles ont trouvé des milieux très favorables et ont commencé à proliférer. Ils sont devenus des végétaux aquatiques envahissants. Donc, c'est des plantes naturelles qui ont été importées par certaines activités et finalement qui ont trouvé des lieux très favorables à leur développement et finalement sont devenus des plantes invasives. Il y a beaucoup de nutriments dans ces cours d'eau. Tous les déchets humains, les eaux usées issues de nos ménages qui transitent par des réseaux et qui aboutissent dans ces lacs, tout cela concourt à la dégradation de la qualité du milieu et donc enrichit ce milieu. Pour lutter contre la pollution et l'ensablement de ces lacs, le Centre ivoirien anti-pollution, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a engagé un projet de réhabilitation des 13 lacs de Yamoussoukro. Objectif, débarrasser ces lacs des végétaux aquatiques. C'est un projet qui a été mis en place par le gouvernement et financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 4 milliards d'euros et qui consiste à débarrasser les lacs des végétaux aquatiques envahissants qui enlaidissent l'image de ces lacs et l'image de la ville de Yamoussoukro. Ce projet est spécifique à Yamoussoukro. Il y aura d'autres actions qui vont être menées sur la lagune Ébrié, notamment contenir ces végétaux en amont de la ville d'Abidjan, parce que c'est des plantes saisonnières, de sorte à ce que pendant la période de la canne, qu'on ne puisse pas percevoir ces végétaux sur notre lagune cette année. Ces 13 lacs ont un rôle à la fois touristique et écologique. Le travail abattu pour leur embellissement porte ses fruits à la grande joie des populations. Bon, quand c'était ça ne nous donnait pas en tout cas le courage de venir voir les crocodiles en tout cas. Maintenant que c'est propre, maintenant ça nous a permis de venir voir comment ça se passe, comment quand les gens viennent regarder aussi, nous on a envie de venir aussi parce que c'est propre maintenant. Tu peux rester ici et voir les crocodiles, donc tu es libre de prendre tes photos comme tu veux. Aujourd'hui en tout cas c'est magnifique, c'est beau, les gens quittent de partout, venir admirer et on ne peut que remercier le chef de l'État, le gouvernement, vraiment c'est du bon boulot. Le district autonome de Yamoussoukro apporte également sa contribution dans la gestion des lacs de Yamoussoukro. Un plan de gestion des déchets est envisagé. Il ne s'agira pas seulement régulièrement avec le matériel que nous avons acquis d'enlever les légumes qui sont sur les étendues d'eau, mais il va nous falloir nous pencher vers les habitants de Yamoussoukro et leur apprendre à gérer différemment leurs déchets ménagers. Avec l'appui de partenaires extérieurs, le district autonome de Yamoussoukro entend accélérer cette opération d'assainissement. Nous avons, grâce à un fonds vert qui nous a été mis à disposition par les Pays-Bas, nous avons pu construire une usine expérimentale sur la plantation de Tombokro qui traite les végétaux aquatiques pour produire des engrais liquides et qui produit aussi de l'énergie électrique. Des actions qui trouvent leur prolongement dans celles que mène le ministère de l'Environnement, qui compte miser sur la sensibilisation. Les lacs ne sont pas des dépotoirs. Il faut éviter de connecter les réseaux d'eau usée à ces lacs. C'est ce qui est à la base de ce phénomène que nous constatons. Il va y avoir une grande campagne de sensibilisation des populations qui vivent à proximité de ces lacs sur le comportement qu'ils doivent avoir pour éviter que ces lacs soient pollués. Des opérations de nettoyage ont été entreprises pour éliminer les déchets et débris nuisibles des lacs de Yamoussoukro. Reste maintenant aux populations de jouer leur partition par l'adoption des gestes éco-citoyens. Et pour terminer, à l'international, les services de sécurité israéliens ont réceptionné 13 otages israéliens. 10 Thaïlandais et un Philippin ont également été libérés selon le Qatar. Cette libération a eu lieu quelques heures après le début de la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, entrée en vigueur ce vendredi matin. De son côté, Israël va libérer 24 femmes et 15 adolescents en échange des 13 otages. L'armée israélienne annonce que les otages libérés par le Hamas sont arrivés ce vendredi soir en territoire israélien. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'info, 6h30 avec Léon Brouf.